Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour vers le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce 9e numéro, nous allons nous concentrer tout particulièrement sur une saga de films. Et quelle saga mes amis, puisque nous allons vous parler des films Resident Evil, saga filmique de 6 films connus et reconnus pour sa médiocrité abyssale, à part pour Romain. J'ai rien dit. C'est lui 5 minutes quand même, putain. Les jeux vidéo du même nom des studios japonais Capcom, Resident Evil, réalisé et produit en grande partie par Paul W.S. Anderson, nous fera suivre le destin de Alice, interprétée par Mila Jovovich, qui va devoir détruire la société Umbrella qui a causé une pandémie mondiale de zombies et des mutants pas très jojo. Prémisse et scénario complètement cons, à l'image des jeux vidéo dont il s'en inspire, Resident Evil aura fait rêver les spectateurs et la presse entre 2002 et 2016, qui se demandent encore 5 ans plus tard si ces films ne sont pas en fait des cauchemars fiévreux ou des putains d'hallucinations. En tout cas, le pari a été gagné parce que tous les films ont été rentables. La saga a totalisé 1,2 milliard de dollars au box-office. Aujourd'hui, nous allons essayer de déterminer quel est le film Resident Evil qui a réussi à allier le pire du cinéma et le mauvais goût. Au programme de ce numéro, ce soir, Resident Evil Apocalypse d'Alexander Witt, Resident Evil Retribution de Paul W.S. Anderson et Resident Evil chapitre final d'encore une fois, putain, Paul W.S. Anderson. Je suis Luc Le Guenec et aujourd'hui pour ce numéro dédicacé au bon goût, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour. Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramen Rider. Bonsoir. Rémi Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut tout le monde. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut. Et avant de commencer, tournons-vous peut-être vers le responsable. Romain Plourde, ici présent. Instigateur. Pourquoi Resident Evil et pourquoi tu nous as un peu, pas forcément proposé directement ça, mais l'envie d'en parler peut-être? Parce que ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on fasse une franchise déjà dans ce podcast, et quoi qu'il arrive, Paul W.S. Anderson allait forcément popper à un moment. Donc je me suis dit on va pré-shot un petit peu et on va directement balancer du lourd en disant bah allez, les pires Resident Evil. Après, moi je me défends, j'ai juste proposé l'idée, je me suis absenté et tout d'un coup on me dit semaine prochaine oui, pire Resident Evil. Voilà, et depuis, enchère sur les réseaux, en tweet public, sur notre groupe privé, voilà. Aussi, c'est une saga très représentative de que c'est qu'une saga de merde au final. Tout simplement. Oui, mais une saga de merde qui a réussi. Mais oui. C'est la force de cette saga. De toute façon, elle coûte pas cher, donc forcément, c'est vite rentable. Et c'est un nom qui est très connu au final, Resident Evil. Que tous les 4-5 ans, il y en a un qui sort en jeu vidéo. Et ça relance une hype de fou. Que ce soit les premiers sur PS1, Resident Evil 4 sur PS2, qui est toujours indémodable. Bon, le 5-6, il y a eu un petit creux, mais le 7 a apporté un vrai renouveau à la franchise. Et le 8, la sortie récemment, ça a relancé une hype de fou. Donc forcément. Je suis d'accord, mais moi, ça m'avait surpris quand même la réussite commerciale des films. Tu vois, moi, j'étais pas trop au courant de ça. Et effectivement, quand j'ai vu ça sur les recherches, j'ai fait ah ouais, ok. Il y avait pas de film de zombies quand le premier est sorti. Donc forcément. Ils ont un monopole. Ça a relancé un peu la hype des films de zombies. On doit beaucoup à Resident Evil. Malheureusement. Non. Ça a relancé la mode du film de zombies ou du film de consommation 14 ans simple. Très bonne question, ça. J'ai quelque chose. Ça commence. Alors forcément, aujourd'hui, ça sera peut-être pas le numéro le plus intéressant du point de vue du cinéma. Mais par contre, si vous êtes producteur de films X, le film dont on va parler va possiblement être une énorme source d'inspiration. Préparez votre mini-jupe et vos bottes de cuir et allons plonger dans Resident Evil Apocalypse. Je m'appelle Alice. Je travaille pour Umbrella Corporation. Il y a eu un accident et tout le monde est mort. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas restés morts. On va réouvrir le Hive. Monsieur, il y a quelque chose. L'infection se propage vitesse grand V. Scellez les portes. Mais nos hommes sont à l'intérieur. C'est un ordre. Nous sommes tous remplaçables. Alors on nous a remplacés. À présent, ceux qui sont restés... On va vous ramener chez vous. ...doivent affronter un ennemi qui ne mourra pas. C'était quoi? Il nous faut des munitions. Full camp. Et une société... Ça y est, la Némésis est activée. ...sera prête à tout pour enterrer son obscur secret. Procédure de lancement. Resident Evil Apocalypse, sorti en 2004, second volet de la saga Resident Evil. Apocalypse est toujours produit et écrit par Paul W.S. Anderson, qui laisse la caméra à Alexander Witt, qui a notamment bossé en tant que réalisateur de seconde équipe pour les films Speed et Twister de Jan de Bont, et aussi Gladiator de Ridley Scott. Resident Evil Apocalypse se déroule juste après le premier film, qui nous laissait notre héroïne principale Alice, interprétée par Mila Jovovich, au beau milieu de la ville de Raccoon City, dévastée par le virus T, un virus qui a la particularité de réanimer les morts et de les transformer en zombies. Alice va faire équipe avec une troupe de survivants composée d'une flic Pornhub bondage au nom de Jill Valentine, d'un comic relief
Je vous laisse deviner la couleur de peau. Ouais. De gros bras et d'une petite fille afin de s'échapper de la ville avant son anéantissement par un missile nucléaire. Bien sûr, le chemin sera semé d'embûches et notamment avec un gros antagoniste pas très beau du nom de Nemesis. Alors Karim, après nous avoir régalé avec le premier Resident Evil, est-ce que ce film fait office de mauvaise suite, mauvaise adaptation et mauvais film? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est le seul film de tout le revisionnage de la saga qui a été fort douloureux et qui m'a été sympathique. On reste d'accord que c'est effectivement un excessif mauvais film, mais je l'ai trouvé sympa parce qu'il essaye, avec une merde colossale, de faire un gros damage control du premier. C'est-à-dire qu'on avait reproché beaucoup de choses au premier, d'être très loin du jeu, de créer des nouvelles choses, de ne pas faire peur, de ne pas avoir assez de zombies. Mais là, apparemment, ils ont compris et ils en ont mis plein. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que c'est un film qui, pour moi, en fait, dans toute la série, j'avais espoir en fait que les Resident Evil soient nanars, et c'est le seul en fait qui est vraiment ultra nanar. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il essaye de suivre formellement le jeu, et le scénar qui prend la base de Resident Evil 3, c'est pas con, parce que c'est le premier Resident Evil qui est un peu action, t'avais un nouveau gameplay, c'est le premier Resident Evil où t'as des choix de scénario, donc effectivement c'était intéressant à prendre. Après c'est des choix un peu cons, c'était aller à gauche à droite ou aller chercher, aller sauver un mec. Et pour le petit truc sympa, c'était, pour l'avoir fait plusieurs fois ce jeu, il y avait une mécanique de jeu où des fois ne rien choisir était bénéfique pour le jeu. Et là pareil, le fait d'avoir mis le Nemesis dans le film, moi je trouvais que c'est une bonne idée. Avoir un espèce de truc qui tourne tout le temps moche, qui tire des lance-roquettes, quitte à faire du n'importe quoi, c'était sympa. Et le film en fait, je le trouve excessivement drôle, parce qu'il est tout le temps beaucoup trop speed. On dirait vraiment du UV Ball sur plein de trucs, sur les gunfights, sur les combats, on a mis des caméras sans pied, on les a fait rouler, on a mis des gens qui font des roulades au milieu et ça fait des combats. Et en fait, un truc qui m'avait marqué dans le film, c'est que la première vingtaine de minutes, ça va, ils essaient de créer un truc, Alice n'est pas encore là. On te fait le coup de Jill Valentine, meilleure scène de tous les Resident Evil. Jill Valentine qui rentre dans le commissariat, qui met des branles à tout le monde. Le film essaie de construire un truc, et puis il y a un moment où le film pète vraiment un câble, c'est la première scène de l'église. Ouais, c'est sûr. C'est la scène somme du film, ça. Parce qu'en vrai, quand tu pars du premier Resident Evil, il était parti en couille, mais tranquille, il y avait pas trop de Matrix style, ni quoi que ce soit. Là, le film, il t'attrape d'un coup, il te dit, nique ta mère. Allez, il débarque en moto, elle traverse le truc. Trop, ouais. Et en plus, malheureusement, c'est pas très bien fait, mais c'est surassumé. Ce film m'a fait penser un peu à Mortal Kombat, Destruction Finale, la suite du Mortal Kombat original, où il se prend beaucoup trop au sérieux. Mine de rien, il fait qu'1h30, j'ai pris un peu de plaisir à le regarder parce que j'ai beaucoup ri. Il y a la scène du cimetière, elle est formidable. Parce que pareil, ils ont adapté une scène qui est dans le jeu. Donc ça, à la limite, c'était sympa, c'est un bon clin d'œil. Code Veronica, non, je crois, un truc. Non, c'est Resident Evil 3. Tu dois passer d'un théâtre pour aller au commissariat où t'es censé retrouver Claire, parce que ça se passe juste après. Bref, c'est un film où je trouve qui est excessivement mauvais, mais qui a le mérite au moins d'affaire la durée qu'il faut pour pas que tu t'ennuies trop. Qui, en vrai, essaie de rattacher encore un côté avec le jeu vidéo, et tu sens qu'ils le font mal, tu sens qu'ils essayent de le faire, et ça, c'est quand même pas... Oh, c'est mal fait, mais c'est quand même sympathique. C'est pour la politesse, un petit peu, de dire, voilà, les gamers, on a quelques petits clins d'œil pour vous, ne cassez pas les couilles, quoi. Ça suit vraiment le scénario du jeu, quand même. Ouais, ils essayent vraiment d'être fidèles, en vrai. Ils y arrivent clairement pas, à tel point qu'il la fin, c'est un grand n'importe quoi avec Alice et ses pouvoirs spéciaux. Pour moi, la grande et magnifique aventure du n'importe quoi, elle commence après celui-là. Celui-là, c'est la suite de trop qui a permis la suite de la création de l'univers, mais c'est pas celui qui est le plus grave. Après, par contre, les personnages sont extraordinaires. Un trivia à la con à rajouter à la chaîne TikTok. C'était LL Cool J qui devait faire le mec de couleur qui meurt. Et ça m'a fait rire parce que le mec essaye de jouer comme LL Cool J. Parce que déjà, une excessive mauvaise idée. Il y avait eu Snoop Dogg aussi. Snoop Dogg. Oui, Snoop Dogg était prévu, ouais. C'est quand même un film abject, mais je trouve en vrai que lui, il a vraiment des qualités de nanar. Parce que le film se prend au sérieux. Tu sens que l'argent qu'il y avait, il n'y en avait pas non plus des tonnes, mais ils ont essayé d'en faire des trucs. Ils ont cru avoir de l'ambition. Et je trouve que ce film, il est moins chié que les autres. Il te chie moins à la gueule que les autres, en fait. Donc je trouve qu'en fait, c'est le seul de la licence qui a un peu ce côté nanar que je pourrais peut-être regarder en 10 ans bourré avec des potes en mode... Ah, c'était les années 2000. Ouais, il y a un truc qui m'a marqué ici dans le film, c'est que putain, ce film il respire jamais. Même dans les dialogues, il y a jamais plus d'1 seconde de temps mort. Sans compter après le surcutage qui infecte. Niveau surmontage et niveau rythme, on est encore loin des prouesses. Ah oui, pour moi on est dans le maladroit. En fait, ce film est très maladroit, je trouve, en fait. Alors qu'il avait peut-être pas que des mauvaises intentions. Je pense pas non plus. Est-ce que Romain, tu veux parler un petit peu peut-être de la base du projet à la base, normalement, Resident Evil était adapté par quelqu'un d'autre. En tant qu'historien de Paul Anderson. En tant qu'historien. À moins que tu veux que je prenne le relais, moi je connais l'histoire. Non, je la connais aussi. De base, c'est un certain George Romero qui devait adapter Resident Evil. Ça a foiré, puisqu'au final, il a écrit un scénario en 2 semaines, et les réalisateurs du jeu ont dit non, c'est de la merde. Et ils ont préféré en fait le pitch de Paul W.S. Anderson. Alors c'est même plus insidieux que ça en fait, parce que il y a eu un entremetteur, c'était la Cosmopolitan. Ouais. C'est le studio allemand là,
qui produit tous les films. Et ils ont d'abord approché George Romero pour réaliser le film une fois qu'ils avaient le droit. Enfin, avant, ils étaient passés par le scénariste de Spawn. Et puis ils ont dit, bon non, c'est trop chiant. Et le scénario de base, normalement, devait récupérer Resident Evil 1. Mais ils ont dit, ouais, je me dis que ta mère, c'est trop chiant. Ils ont enlevé lui. Et en fait, ils se sont rapprochés de George Romero. Non pas parce qu'il a fait Zombie et La Nuit Dormivant, non, on s'en branle. Parce qu'ils ont dit, ah putain, mais attends, il a fait un peu de zombie, ok, mais regardez, il a fait quand même le spot TV de RE2 au Japon. C'est quand même pas mal. Qui est vachement Il a déjà bien. un peu le pied dedans. Il est vachement bien ce Oui, spot. à ce qui paraît, ouais. Et du coup, ils ont dit, ah putain, on va peut-être l'approcher, ce mec-là, tu vois. Et pour le coup, effectivement, bah, c'était une bonne idée, mais ils savaient pas peut-être que finalement, tu vois, Shinji Mikami, qui était le créateur de Resident Evil, bon, il s'est inspiré beaucoup d'Alone in the Dark, mais ça va être une autre histoire, ça, de plagiat, mais il s'est aussi beaucoup inspiré, finalement, d'une certaine mesure aussi, des films de Romero. Bah oui, juste à voir l'introduction du tout premier jeu de base, qui était tourné avec des vrais acteurs. Qui est un film avec des vrais acteurs. Ouais. Après, idéologiquement, ça aurait jamais collé. Pas du tout. À voir, on sait pas. Non, mais bon. Il avait écrit un scénario lors de la sortie de RE2 et il devait tourner et sortir le film pour la sortie du Resident Evil 3 en 99, il me semble, ou 2000, je crois, un truc comme ça. 2000. Finalement, ouais, c'est vrai qu'il y a le producteur du jeu qui disait que c'était de la merde, mais effectivement aussi, la Cosmopolitan voulait pas aller dessus parce que c'était trop violent et ça aurait été R-rated aussi. Parce qu'il y avait trop de gore et finalement quand c'est R-rated un film, c'est dire qu'aux États-Unis il y a forcément moins de salles qui vont pouvoir exposer aussi le film et forcément moins de spectateurs qui va pouvoir y aller aussi, donc forcément moins de thunes à se faire, quoi. Ils ont dégagé le truc, donc ils étaient un peu à la fin, la Cosmopolitan était un peu perdue, sauf que derrière effectivement il y a Paul W.S. Anderson et encore pire, lui préparait un film de zombies qui s'inspirait de Resident Evil parce qu'il est fan du jeu et il a fait un script qui s'appelle Undead et qui était donc l'idée de base de Resident Evil 1, le film, tel qu'on le voit dans un labo avec, en fait, qui a rien à voir avec les jeux, hein, mais avec quelques éléments du jeu. Et en fait, c'est ce scénario-là qu'il a adapté et qu'il a pris le nom Resident Evil pour aller sur se baser sur la franchise, en fait, tout simplement. Si je peux juste dire un truc, c'est Metropolitan, c'est pas Cosmopolitan. Non, c'est le studio allemand. Oui, mais c'est Constantine film. Oui, pardon. Metropolitan parce qu'il y a ce bon Samuel Adida qui est derrière tous les films en France. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Marvin, t'inquiète pas, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Ah ouais. Bon, bah voilà, Constantine film, ils ont fait, bon, bah, yes, on a un scénario, on a un réalisateur. Le réalisateur, il nous a déjà adapté un jeu vidéo qui est Mortal Kombat. Allons-y. Tout va bien se passer, toi, techniquement. Il n'y a rien qui va foirer. En vrai, c'est un choix logique à l'époque, je trouve, Paul W.S. Anderson. Parce que Mortal Kombat a bien marché, et c'était une des premières adaptations de jeux vidéo qui a bien été reçue, enfin, à peu près bien reçue. Tout juste après, il a fait Event Horizon, qui, dans le milieu des films d'horreur, a été aussi très bien reçu et qui avait une très bonne réputation. Donc à l'époque, il avait pas cette réputation de Uwe Boll américain, en fait. Forcément, je les vois vraiment bien, en fait, kiffer et faire genre, ouais, vas-y, pourquoi pas. D'une certaine manière, il était peut-être pas non plus dans l'optique d'être un réalisateur un peu Ed Wood un petit peu dans l'idée, tu vois. Non. Uwe Boll. Ouais, non. Oh, je pense pas qu'il en soit là quand même. Non, c'est Uwe Boll, c'est pire. Il a des admirateurs, Paul Anderson. On en a un, regarde. Et alors, outre la blague nanar, etc., les Japonais sont très très fans des films Resident Evil. C'est vrai. Ça cartonne au Japon. Ils adorent. Ouais. Mais c'est aussi outrancier qu'un film d'action de zombies japonais. Hein. Enfin, surtout les derniers. C'est pas forcément les 3 premiers, mais les derniers, c'est vraiment. Il y a un petit ton japonais dedans. Ouais. Mais j'ai envie de te dire, Romain, avec tous ces films éclatés, est-ce que Romero aurait peut-être pu faire mieux finalement? Non. Écoute, j'avais lu son scénario et pour le coup, c'était très fidèle. Avec le manoir, Jill, Chris, Barry, etc. Tant que tu vois pas le film, tu peux pas forcément juger en termes de scénario. Oui, bah c'était juste le jeu en fait. Mais comme toutes les adaptations, tu te dis, ok, j'ai envie d'y jouer. Et à regarder, qu'est-ce que ça aurait donné, je sais pas. Sachant que Romero était déjà un peu sur le déclin. Est-ce qu'on aurait eu un grand film avec ça? Je sais pas. Je pense pas que Resident Evil 1 soit le Resident Evil à adapter s'il faut faire un film avec. Trop de personnages, un peu what the fuck avec le serpent géant, des araignées, le laboratoire. Je pense pas qu'un film pourrait faire quelque chose avec tout ça sans être nanardesque en fait. Et un mec comme Romero, même si c'est Romero, je sais pas s'il aurait pu faire un truc vraiment cool avec. Parce que mon opinion, hein, ça reste un fantasme en fait ce scénario au final, parce qu'on n'aura jamais le on n'aura jamais le truc. Après lui il s'est rattrapé, il a fait Land of the Dead, il a fait d'autres films après. Bien sûr. Et du coup pour le Resident Evil Apocalypse, t'en penses quoi toi? J'ai l'impression que c'est peut-être ton film préféré. On n'est pas au niveau d'Afterlife encore. Je trouve que Apocalypse, c'est un des plus inoffensifs de la saga. Je trouve que c'est vraiment là où les problèmes qui vont se développer au fil des films, au fur et à mesure des films ensuite, commencent petit à petit. C'est là où Anderson il a créé un nœud. Origine Zero. Ouais, a créé un nœud dont il a pas réussi à se défaire pour la suite. C'est-à-dire que d'un côté, il fait la suite du 1 avec Alice et ses super pouvoirs de merde, etc. Sachant que le 1 n'a pas du tout en fait d'éléments du jeu. Et comme tu disais tout à l'heure, Karim,
ils font du damage control et ils reprennent le scénario du jeu. Et ils adaptent le 3, qui est, je trouve, le Resident Evil, qui est un scénario vraiment cinématographique, avec Jill qui veut fuir Raccoon City parce qu'elle a le Nemesis au cul, il y a des zombies partout et il y a une bombe nucléaire qui arrive. C'est un jeu qui est très court, qui est super efficace, plein d'action, vraiment, ça aurait pu faire un super film. Quand les deux scénarios se rejoignent, c'est là où le film, pour moi, part totalement en couille, parce qu'on se retrouve avec deux histoires au final qui n'ont pas grand chose à voir, à part bien sûr le côté, vas-y, on sort de la ville, on se casse. Alice, on sait pas vraiment ce qu'elle est, et autant dans le 1, on voyait qu'elle était amnésique, qu'elle avait un passé de warrior, autant là, on apprend qu'elle a le virus, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, ils l'ont injecté quand elle était dans le coma. Elle a des super pouvoirs, donc elle vole en moto, elle fait des trucs de fou, voilà, elle est juste badass, et c'est un peu dommage parce que ça casse un peu le côté, comment dire, le côté amnésique du premier épisode, lui donner un peu de profondeur. On pouvait s'identifier un peu à elle. Là, elle passe en mode full badass, je tabasse des gens directement. Bah voilà, et ça restera ça tout le long de la franchise. Et ce qui est dommage parce qu'on est bloqué avec elle pendant 5 films ensuite. Alors qu'à côté, moi je trouve qu'il y a des personnages qui auraient été plus intéressants de développer, comme Jill Valentine, qui est fidèle au jeu. Donc bon, elle a ce côté bimbo dont tu parlais tout à l'heure avec son uniforme, hein, mais qui est fidèle au jeu, désolé. Par rapport au premier, non, je pense pas. Des fois, faut dévier un peu du jeu parce que là. Mais dans le premier, elle est pas comme ça, quoi. Non, elle a son uniforme des Stars. Mais je trouve que c'est une actrice qui a vraiment réussi à insuffler quelque chose au personnage. Et j'étais super déçu de pas la revoir en fait vraiment bien ensuite dans la franchise. Donc je tiens à dire que avec tout ça derrière en termes de contenu dans le jeu, etc., il y a moyen de faire un très bon film d'horreur et au final on a eu un très mauvais film d'action. C'est le défaut en fait qui va se développer au fur et à mesure des films. Le plus gros paradoxe de tout ça, c'est que ce film au final c'est le film qui respecte le plus le matériel original, mais qui lui fait un plus gros fuck aussi ensuite grâce à Nemesis qui est quand même le méchant du jeu ultime. C'est un gros connard, incroyable. Et ouais voilà. Et là ils en font un gentil, un anti-héros au final à la fin. Il devient gentil, il a même une petite larme à un moment. On dirait qu'il est en mode oh je me souviens, j'ai des flashbacks, etc. Au fond de son petit œil là. C'est ça en mode c'est Matt dans le premier et tu te dis genre ah putain dommage parce que pour le coup la performance technique est vraiment propre. En termes de costume je trouve que ils ont grave géré. C'est vraiment le Nemesis du jeu qui a un peu une gueule de con faut l'avouer hein, avec son on dirait un peu un Cenobite de Hellraiser en version SM avec un bazooka. Qui aurait fait du crossfit. Ouais. C'est ça. Mais non, moi j'étais vraiment heureux de voir en fait qu'ils ont quand même sorti les moyens et fait une adaptation fidèle. Même si au final c'est pas assez pour faire un bon film. Et on se retrouve avec tous les clichés des films d'horreur cochés un par un. Donc le groupe qui se sépare sans arrêt, les personnages fonction qui sont là que pour mourir. Et c'est dommage parce que les chiens zombies. Évidemment, il y a plein de personnages qui sont introduits, donc les meufs de la météo, les soldats, etc. Autant dans un slasher, t'es content parce que tu sais qu'ils servent à rien, mais au moins ils vont mourir d'une manière un peu fun. Et là, le film, il n'y a pas une goutte de sang. C'est une des franchises d'horreur les plus propres que j'ai jamais vues. Ce qui fait qu'il y en a qui sont pris par des zombies hors champ, les morsures sont à peine sanglantes, il n'y a rien. Ça manque d'un peu de gore, un peu de folie, parce que vraiment le film part en couille. Hein. La scène de l'église, on en parlait tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Oh là là. C'est génial. Mais il n'y a pas une goutte de gore en fait. Et c'est grave dommage parce que pour un truc qui se prend autant au sérieux et qui part aussi loin dans son trip, ça aurait été vraiment bénéfique, je trouve, d'aller dans le trip. Surtout que c'est du R-rated. Commercial. Mais bien sûr. Bien sûr, mais pourtant c'est du R-rated quoi. Donc bon, je sais pas. Ça se retient un peu trop dans ce domaine et ça m'a un peu fait chier. Mais voilà. C'est un nom. Mila Jovovich devait avoir un rôle secondaire dans le premier film en fait. Il faut savoir, à l'arrivée en fait de Michelle Rodriguez, elle a été rétrogradée dans le casting parce que en fait ils ont dit bah Michelle Rodriguez c'est une actrice qui monte. Pas du tout, hein. Pas du tout. Mais eux au départ ils étaient là putain attendez waouh nouvelle coqueluche d'Hollywood les gars attention bougez-vous. Et en fait Mila Jovovich a un boulard. Un énorme boulard et en fait elle a pété un plomb. Quel type de poids putain ce boulard là. Et voulait que son personnage soit une héroïne badass au premier plan. Donc en fait Paul W.S. Anderson pour éviter les emmerdes a réécrit le scénario. L'histoire dit que c'était une nuit, ils ont retapé le scénario et ça a suivi en fait de leur rencontre aussi parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont pécho et 7 ans plus tard ils se marient. Il n'y a pas de lien du tout du coup, ça va. Non, jamais. Ce coup de maître de Paul. Et ce qui est beau aussi dans l'amour, c'est que malgré le côté extrêmement flingué de la licence, et ça tout le monde est d'accord pour le dire, en fait Mila Jovovich a toujours défendu les films. Et son personnage Alice, pour nous ça a aucun putain de sens, mais pour elle c'est du Shakespeare. Ouais, mais c'est le rôle de sa vie. Est-ce que tu te rends compte que là, il y a clairement 6 films, genre fais ce que tu veux. Voilà, après, je veux dire, allez chérie, vas-y. 6 films vitrines, c'est formidable quand même, je veux dire. Vous savez qu'au final, si on regarde, et ça c'est un truc que d'autres gens ont constaté, c'est que c'est la franchise qui est la plus longue je pense de l'histoire, qui est centrée autour d'un personnage féminin, ce qui est un peu triste quand on pense que ça s'exprime à travers ce personnage-là, mais techniquement ça. On fait des anecdotes pour le. Bah, honnêtement, là, ce soir faites des clips parce que je suis en feu sur les anecdotes. Il se retient depuis tout à l'heure, mais. Voilà, j'ai à peu près 4 heures d'années de trivia là. Donc voilà, bientôt chez vous dans les boîtes de jeux.
Le Marvin Contest, genre le nouveau jeu de société. Ça va être fou, ça va être fou. Et Manu, j'ai envie de revenir un petit peu sur la performance de Mila Jovovich, mais pour toi, c'est du Shakespeare aussi ou pas? Ah non. Du coup, j'ai dit tout à l'heure, j'avais vu les 3 premiers il y a très longtemps, j'avais jamais regardé la suite. Le 1, je l'avais en DVD, je l'ai maté plusieurs fois, je le trouvais acceptable à l'époque, alors que le 2 et le 3, je les ai matés qu'une fois et j'ai considéré que c'était nul. Le revisionnage du 1 déjà m'a fait assez mal. J'imagine. Le 2, je me souvenais pas que c'était catastrophique à ce point-là. Je me souvenais que scénaristiquement, ça prenait une direction qui partait en couille pour moi, je ne comprenais pas. Faut savoir que j'ai jamais joué au jeu Resident Evil, j'ai dû faire 1 heure du 3. Donc j'ai joué un peu au 3 en l'occurrence. J'ai pas vraiment retrouvé ça dans le film, je suis pas allé assez loin dans le jeu à mon avis. 1 heure du 3, c'est un tiers du jeu. Ah ouais, bon bah écoute, Pas loin, ouais. j'allais dans des couloirs avec un monstre qui se baladait au-dessus de moi. Par ça, voilà, j'ai pas fait grand-chose. Bah l'arrivée de Jill Valentine en fait. Alors autant on voit pas le personnage de Mila Jovovich pendant longtemps. Par contre, dès que t'as l'arrivée de Jill Valentine, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi dans le costume, dans le personnage. Elle recharge son flingue peut-être 5 fois alors qu'il vient de le charger. Un but du zombie comme ça à l'arrache dans le commissariat en mode c'est vraiment un jeu vidéo, une cinématique de jeu vidéo, mais ok, on n'était pas dans ce monde-là en fait avec le premier film pour moi. On était dans un truc un peu plus sérieux, un peu plus grounded, tu vois. Et après ça ne va que de mal en pis l'arrivée dans l'église, je m'en suis pas remis encore. C'est un des plans symboliques de la franchise. Luc, tu disais oui que c'était le plan somme en fait de toute la saga. Exactement. Il y a peut-être pas toute la saga encore parce qu'elle nous emmènera loin, on y reviendra tout à l'heure. Très très loin. Mais ouais, dans la chorégraphie et dans ce que visuellement et dans les cascades ça va nous donner, en effet, on en est là, on nous montre le potentiel de cette franchise et waouh. Je m'y attendais pas. Alors j'aurais d'autres surprises plus tard, hein, les pièces dans le fusil et dans les épisodes d'après par exemple, trucs comme ça. Tu vois, ça amène un nouveau petit gimmick, mais là le saut de la moto et je tire dessus pour la faire exploser à 3 mètres de moi dans l'église, j'étais pas prêt. Le freeze avec l'explosion, c'est tellement magnifique. Et après, alors peut-être que en effet c'est hyper fidèle par rapport au jeu, sauf que comme je suis pas assez loin, j'en ai aucune idée et moi j'en retire que l'objet cinématographique nul et Nemesis pour moi c'est vraiment une catastrophe quoi. Et même les personnages secondaires, d'ailleurs assez intéressant parce que les personnages secondaires en général, les films changent de direction quasiment à chaque nouveau film et du coup le statu quo de fin, bah tu perds tout le monde quoi. Les personnages tu les retrouves peut-être un à un ultérieurement dans une situation, mais sinon tu les perds. Donc là on en a vraiment rien à foutre en fait de ce perso, le personnage de Carlos, c'est ça? Carlos. Oui. Quand il saute de son hélicoptère là. Et un vrai perso du jeu aussi. Oh, c'était incroyable. Pour aller buter du zombie dans un. Là, ça posait déjà la physique de la saga. Un très mauvais souvenir pour moi, ce film, je le mets dans les moins bons de la saga. Parce qu'à partir du 4, on va en reparler très bientôt, ça part vraiment dans d'autres strates, mais tellement plus assumé et tellement sur un second univers de Resident Evil. Celui-là, ça le laisse à part entre deux films qui reste correct en fait, parce que le 3 on n'en parle pas ce soir, mais pour moi c'est officiellement le meilleur de la saga, il est réalisé correctement, enfin à peu près, ça se tient dans l'image quoi. Marvin, est-ce que t'as un dernier mot pour conclure sur Resident Evil Apocalypse? Bah écoute, moi surtout qu'à la base, moi quand vous aviez lancé l'idée et tout ça, je m'attendais à, je sais pas moi, sur les conseils de certains, alors apparemment on peut pas définir vraiment de qui ça vient, donc je vais incriminer personne, mais moi je pensais passer un bon moment, tu vois, la semaine dernière, parce que j'ai tout fait en une semaine, je me disais, je vais peut-être vivre un espèce de Fast and Furious Beast, tu vois. C'est un truc que j'aime beaucoup, mais peut-être pour de mauvaises raisons, quoi. Donc je me suis lancé, j'ai tout fait en une semaine. Et alors il faut rester, faut contextualiser, il faut rester bienveillant et tout, mais on devrait interdire ça. Vraiment, c'est un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Honnêtement, c'était le run. Je suis arrivé au bout. Vraiment, l'usure était réelle, quoi. Et moi, je suis d'accord avec Manu. Je trouve que Resident Evil Apocalypse, c'est un des pires de la saga, dans le sens où il fait suite à un truc qui se voulait presque un truc de téléaste, tu sais, mais qui est un vrai presque nanar. Je pense quasi volontaire, le premier. Enfin, dans le sens où il est vraiment over the top. Tu vois, t'as des scènes de kung-fu avec des chiens et tout. Bon, à la rigueur, tu comprends l'intention, quoi. Et le 2, le problème, c'est que j'ai l'impression que tout de suite, on a voulu devenir sérieux. On a essayé de faire du cinéma. Déjà. Donc, on s'est amusé à agrandir l'image, à mettre du scope. Il y a un petit gap visuel quand même par rapport au premier. On peut leur reconnaître ça, on le voit dans les leakers. C'est le design des leakers, c'est un poil plus réussi dans la fameuse scène de l'église justement. Donc bon, je le trouve moins visuellement indigent parce que le premier est vraiment très moche. Par contre, le premier est vraiment très très. Ouais. Et puis les décors sont un poil moins cheap. Tu sais que les trucs en carton-pâte du Hive du Resident Evil original, quoi. Et sinon, en plus, on a complètement l'influence, tu sais, du cinéma des années 2000, donc post-Matrix, donc post-John Woo, donc tout ça, quoi. Donc c'est ces trucs-là qui, tu sais, qui essayent un peu de romantiser la fusillade. En tout cas, de rendre la fusillade belle, quoi. D'en faire un truc quasiment artistique. Mais où sont les colons, putain, Marvin? Où sont les colons? Bah, elles m'ont beaucoup manqué. On y reviendra plus tard, c'est encore pire dans le 5, je pense. Sinon, le film est moche, ce qui est un peu bizarre, parce qu'Alexander Witt, vous l'avez pas dit, mais c'est un chef-op qui a l'air assez correct. Je crois qu'il
Il a fait un film en tant que chef-op, c'est Le mensonge d'État, je crois, de Ridley Scott, Body of Flies. Là. Bah forcément. Ok. Ça, tu reviens sur les frères Scott. Ah, ouais, tu vois, toujours les frères Scott. Donc c'est censé être un mec qui a un certain sens de l'esthétique, quoi. Après, je crois pas qu'il ait fait d'autres films que ça. Donc... Il en a fait un 14 ans plus tard. Ah ouais? Et c'est quoi? Je sais Dire. même pas. Je sais pas, j'ai juste vu le nom, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc totalement différent, c'est indépendant, une sorte Après, de drame. ce qui est dommage, c'est que moi, en fait, j'étais assez content que le premier fasse une histoire somme toute originale, en fait. Tu sais, par rapport au lore du jeu qui s'en éloigne, quoi, tu vois, qui reprennent quelques éléments par-ci par-là. Et c'est vrai qu'à partir du deuxième, on essaie absolument de raccrocher tout ce qui se passe dans le film au lore du jeu, quoi. Donc, c'est Resident Evil 3, quasiment. Hein. Si vous voulez une anecdote pour votre TikTok, et en même temps, ça va plaire à Manu, c'est parce que normalement, le film s'appelait Resident Evil Nemesis. Et ils ont changé de titre parce que Star Trek Nemesis, c'était un des plus gros flops de l'histoire. Donc, Je peux comprendre. du coup, le film est quasiment un rip-off de Resident Evil 3, en fait. Hein. D'ailleurs, le look de Jill Valentine, là, un peu parodie porno dans celui-là. C'est le look de Jill Valentine dans Resident Evil 3. Il y a Carlos Oliveira, qui est même jouable, lui, dans Resident Evil 3 Remake, je crois. Donc, voilà, oui, on commence à raccrocher le lore, et je pense que les suites nous montreront que c'était une très mauvaise idée. Après, moi, je veux juste revenir sur le truc, je pense, quand même le plus effarant de ce film, qui est Nemesis, quoi. Il faut parler de Nemesis, tu sais, qui est une espèce de machine à tuer inébranlable, un truc vraiment, tu sais, froid comme la mort, quoi, dans le jeu. Là, c'est pour ça qu'il fait ça. Ah, quand même. C'est un truc qui fait un peu peur parce que justement, tu sais, c'est Poursuit un partout. rock, quoi. Alors que là, Ouais. si tu prends un peu du recul, Nemesis dans Resident Evil Apocalypse, c'est quand même un ancien activiste écologique qui a mal tourné, parce que c'est ça, hein. Dans Matt, c'est un espèce d'éco-terroriste soft, quoi, qui a pris les stéroïdes et qui a mis un petit imper cintré, genre un peu de chipos, quoi, et qui tire à la Gatling, quoi. Et qui finit par avoir un espèce de semblant d'humanité une fois qu'il a perdu son combat de MMA contre Mila Jovovich. Donc voilà, je trouve ça assez effarant comme film, et moi, c'est vraiment un des pires de la saga, dans le sens où tu ne t'amuses jamais. Vraiment, quoi. Tu vois, encore, moi, je trouve que dans la trilogie finale, tu peux te marrer de temps en temps, parce que c'est tellement n'importe quoi. Et Je c'est soutiens tellement... Marvin là-dessus. Et là, en fait, ça m'a paru terriblement sérieux, tu vois. J'ai vraiment l'impression que les mecs, il y a quasiment une critique de l'autoritarisme quand les flics tirent sur les gens dans la rue, quoi. Je veux dire, on en est là. Je trouve ça complètement effarant, quoi. Donc, C'est les sentiers de la gloire en fait. c'est les sentiers de la gloire, c'est des hommes d'honneur à Raccoon City. Non, c'est vraiment chaud, quoi. Donc c'est un gros film de merde, hein, évidemment. Enfin, il faut vraiment pas regarder ça, quoi. C'est voilà. Et c'était que le début. Donc non. On va clôturer Apocalypse. Passons directement au 5e épisode, Resident Evil Retribution. Tous ces souvenirs ont été implantés. Je m'appelle Alice et j'ai été capturée par Umbrella. Nous nous sommes servis de toi pour perfectionner le virus. Tout ce que je sais va être utilisé contre moi. À présent, ils peuvent manipuler le monde. On a pris le contrôle de New York, Moscou, Tokyo. C'est le début de la fin. Je vais te tuer. Bonne chance. Tu en auras besoin. Umbrella est plus puissante que jamais. Et nous sommes les seuls à pouvoir les arrêter. Resident Evil Retribution, sorti en 2012, 5e volet et avant-dernier de cette saga de films. Resident Evil Retribution est écrit et réalisé par Paul W.S. Anderson, qui, toujours accompagné par sa femme Mila Jovovich, continue sa grande épopée des aventures d'Alice, qui, après avoir joué à Sucker Punch, Mad Max, Star Wars, l'Attaque des Clones et Matrix, décide de continuer dans cette lancée. Voilà. Ouais, lancé, quoi. Attends, est-ce que t'essaierais de dire que Resident Evil 4 a parodié Matrix? Enfin, je vois pas du tout ce que tu veux dire. Absolument pas. On appelle ça de l'hommage sincère. Ouais. Oublions. Toujours accompagnée d'une troupe absolument fantasque, elle va devoir s'échapper d'un laboratoire souterrain de la Umbrella Corporation pourchassée par des soldats zombies et des clones de ses anciens équipiers, dont Jill Valentine, qui cette fois-ci troque le déguisement de flic racoleur pour un déguisement de plongée sympa pour les voyeurs. Véritable fourre-tout filmique et pot pourri des années 2010, Resident Evil 5 est aussi un merveilleux Super Smash Bros de la saga, car on retrouve quasiment tous les acteurs qui ont osé venir sur la franchise, dont la grande actrice, j'ai envie de dire maintenant, Michelle Rodriguez. Manu, j'ai envie de te dire, est-ce que t'as vraiment apprécié cette expérience? Ah mais ouais. Je considère que c'est un chef-d'œuvre au sein de cette saga. Le 4 m'avait mis dans un début d'ambiance déjà. Ça commençait, vous vous souvenez, sur un plan qui doit durer 2 minutes. Sur un film qui fait 1h38, il y a 2 minutes sur comment le Japon est infecté il y a 1000 ans. Mais très bien. Mais là, on commence encore mieux avec une intro qui
fonctionne à l'envers de un moment où c'est parti en couille jusqu'à la fin du film d'avant. Alors, anecdote pour votre TikTok aussi, c'est un rip-off de la pub de Dead Island. Oui, Ah, totalement. ok. Je l'avais Il y pas. a trop de trivia ce soir, c'est fou. Ah bah, c'est fou, hein. Clippez les amis, clippez au chat, hein. C'est le moment là, attention. Toujours est-il que, comme je disais tout à l'heure, la saga, à chaque fois que tu finis sur un truc, ça part totalement dans une nouvelle direction dans le film d'après. Bah là, le bateau sur lequel on les avait laissés en fin de 4, boum le bateau, et puis Alice, advienne que pourra, quoi. Et comme tu l'as dit, on retrouve beaucoup de personnages de la saga parce que, plot twist, on va découvrir une base sous-marine qui était là dans une nouvelle retcon de la saga, parce qu'il y en a à peu près une par film, il faut pas déconner. Qui était là pour tester des armes biochimiques en simulation sur un certain nombre de grandes villes à travers le monde pour vendre des armes, le virus en tant qu'arme biochimique. Et ça donne lieu à un jeu best-of dans lequel toutes les meilleures scènes de la saga et dans lequel, voilà, on te montre que tout ce que t'as vu, ça avait déjà été simulé globalement avec des clones de personnes qui sont utilisés à l'appel pour créer toutes sortes de situations. Ne parlons pas du fait que du coup la simulation de l'infection du Japon est exactement ce qui s'est passé. À la personne près, assez incroyable. Toujours est-il que ça nous plonge dans une nouvelle vie pour Alice, où on la découvre en banlieue. Elle vit une petite vie tranquille avec une fille et un mari qui n'est autre que Carlos. Au moment où une invasion zombie va avoir lieu et où elle va croiser Michelle Rodriguez, qui est soccer mom dans sa voiture en train d'essayer de s'en sortir. Et très vite, on se rend compte que en fait, c'est un clone d'Alice qui a vécu cette vie et que Alice, elle est prisonnière de... Alors, c'est la Red Queen à ce moment-là déjà? Non, enfin, en tout cas, elle est prisonnière d'Umbrella. Oui. Wesker. Dans cette base, ouais, c'est Wesker. Ouais. Non, parce que Wesker, dans ce film, se révèle être gentil. Ouais, et puis il apparaît que en espèce à la fin. Ouais. Ouais. C'est la Red Queen, en fait, qui, globalement, va trahir un peu, je crois, et il y a Ada Wong qui travaille pour Wesker, qui va venir aider Alice à essayer de s'en sortir. C'est ça. Toujours est-il que, voilà, c'est, pour moi, en plus, il a vraiment une expérience jeu vidéo parce que il y a vraiment des scènes, elle récupère son stuff, elle va croiser une voiture de flic pour casser la vitre, récupérer un fusil à pompe. Il y a des trucs genre récupération de données, ouverture d'ordinateur. En plus, à travers la saga, on a toujours cette esthétique de la map à travers les plans du Hive. En 3D, ouais. Hyper cheap, hyper années 2000, mais pourquoi pas. Ce qui est marrant, c'est que le premier film a lancé des gimmicks qui ont été gardés sur l'ensemble de la saga. Genre les chiens zombies. La grille laser, les chiens zombies, des trucs comme ça. Des trucs qui étaient hyper marqués de l'époque du premier, mais qui ont infusé le reste de la saga. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce film. On tente de donner un semblant de famille à Alice, déjà. Avec une fille incroyable. C'est une fille muette, pas muette. C'est-à-dire que tout le monde fait la langue des signes et tout le monde parle et tout le monde entend. Et t'as pas besoin, au final, des fois, tu peux lui parler normalement et ça va. Ouais. J'ai pas compris. Elle est muette, pas muette. Elle parle, hein. Elle parle normalement. En plus. Elle l'entend. Magnifique, d'ailleurs, magnifique rip-off aussi d'Alien le retour. Ouais. Les sagas, ils ont pompé à la fin. Le Matrix sur le 4, c'est assez incroyable. L'armée des morts pour celui-là aussi. Oui, l'armée des morts aussi sur l'intro du 5, enfin dans la simulation. À travers toute la saga, il y a un certain nombre de sagas ciné. Il y a même du Fast and Furious presque en avance, mais avec le sous-marin un peu plus tard. Mais vraiment, je suis ébahi devant ce film. Ils en ont plus rien à foutre. C'est-à-dire que peut-être sur les 3 premiers, il y avait une idée, mais clairement, il y a 2 trilogies et la deuxième est beaucoup plus drôle, du coup. Mais scénaristiquement, elle ne veut plus rien dire, ils savent plus où ils vont, il y a que Paul W.S. Anderson qui est tout seul sur son truc, et il se passe rien. Ce qui est assez bizarre, c'est que, d'ailleurs, le film comprend le plus beau plan de la saga, sans ironie, selon moi, qui est le plan je crois que c'est Michelle Rodriguez qui se fait attraper sous l'eau, et il y a tous les zombies qui remontent. Effectivement. Enfin, oui. Ce plan est très beau, et pour être dans un film stylé, mais il est juste après une scène de combat. D'ailleurs, c'est un rip-off de la forme de l'eau. Mais cette scène de combat de fin contre Jill Valentine et le personnage de Michelle Rodriguez qui s'injecte le super virus pour devenir hyper méchante, c'est presque plus dur que le combat final de Venom pour moi. C'est-à-dire que physiquement, visuellement, il n'y a plus rien qui va. Tu sais plus dans quelle saga t'es. Il y a un peu de Fast and Furious, il y a un peu de Matrix, il y a un peu de peut-être de Mortal Kombat. Sûrement du Mortal Kombat, ouais. Mais en tout cas, vraiment, je le considère comme une sorte de chef-d'œuvre ovni ciné au milieu d'une saga qui sait pas quoi faire. Ça a donné une sorte de diamant brut, comme ça. Ça finit par introduire le fait que Wesker est peut-être un gentil et veut sauver le monde depuis la Maison Blanche où il résiste contre des dragons zombies. Pourquoi pas? Un super plan final qui, encore une fois, ne donnera rien sur la suite, d'ailleurs. Hein, on en reparle juste après. Ouais, en tant que non-fan de la saga vidéoludique et quand même quelqu'un qui a un peu de goût en ciné, c'est une expérience un peu bizarre, mais à un moment, ça développe une fascination morbide et je pense que l'épisode 5, c'est la culmination de cette
curiosité morbide de ma part, quoi. Belle description que tu nous sortes pour Resident Evil 5, c'est presque beau, j'ai presque envie de chialer. Et j'ai envie de faire chialer encore quelqu'un d'autre dans la salle. Alors c'est pas Romain. Yes. Je vais faire chier Marvin. En fait, la saga Resident Evil a été une coproduction gigantesque entre plusieurs studios, producteurs et de plusieurs pays. Et notamment, on y revient, la Metropolitan Film et le studio Davis Film, qui sont des boîtes de production situées dans le 16e de Paris, qui a été fondée par les frères Hadida, donc Samuel et Victor Hadida, producteurs emblématiques des années 90, avec notamment True Romance de Tony Scott, on y revient, Crying Freeman, Le Pacte des Loups et Silent Hill de Christophe Gans, notamment. Et ils ont aussi mis en lumière tout un paquet de films cool hongkongais qu'ils ont distribués en France avec la collection HK, notamment À toute épreuve de John Woo. Marvin, est-ce que ça te fait plaisir que les mecs responsables de ton imaginaire soient aussi responsables de tes pires cauchemars? Écoute, il faut tout prendre, il faut tout accepter. Tu l'avais écrite celle-là, j'en suis sûr. Je sais, mais ça je l'attendais. Mais et en plus, il y a son nom à chaque fois en gros, Samuel Hadida. Voilà, Hadida. Et il en est mort, le pauvre. Mais non, mais tu vois, je veux dire, bon, écoute, Samuel Hadida, de toute façon, il a produit énormément de trucs, hein, donc oui. Et puis quelque part, il avait raison. Samuel Hadida aussi, c'était un grand artisan de la rentabilité. Donc ce qui a prouvé que ça fonctionnait. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Donc là, pour le coup, il a eu un flair de malade. On peut pas lui en vouloir. Après cet épisode-là, moi, je suis un peu d'accord avec Manu, même très d'accord avec Manu, dans le sens où je pense que sur les 6 films, c'est celui devant lequel je m'amuse un peu. Parce que c'est n'importe quoi. Dire un gamin quand il dit ça, c'est n'importe quoi, c'est génial. Mais voilà, c'est vraiment n'importe quoi. On est trop d'accord avec Marvin sur ça, je sais pas quoi. Il va se passer quelque chose. Mais non, mais c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Comme tu l'as dit, c'est un véritable jeu vidéo live. Ça se cache même pas. Je veux dire, on a des vraies simulations, c'est conscientisé, c'est clair, c'est net. Bon, ça marche. En plus, c'est le deuxième épisode de qu'on pourrait appeler peut-être la trilogie finale, parce que le 4 il marquait le grand retour de notre ami Polo, donc Paul Anderson, hein, qui avait décidé, je pense, après avoir écrit sur un post-it les 3 précédents films, de reprendre la saga en main. Je crois qu'il devait les tourner en back-to-back, un truc comme ça, les 2 derniers. Le 5 et 6, ouais. Ouais, il a dû avoir une merde à cause de Mila Jovovich à tous les coups. Non, il a dû dire, putain, le 5 est tellement profond que peut-être qu'il faut que j'en fasse un seul film. Et il y a un truc quand même important qu'il faut signaler à partir d'Afterlife, c'est que c'est des films qui montent dans le train de la 3D, mais complètement. C'est-à-dire qu'ils sont tournés en 3D native. Et que, du coup, alors c'est pas forcément de sa faute, on va dire sur le plan artistique, mais c'est que la 3D, elle te force déjà à cadrer plus large et à travailler un peu la profondeur de champ. Ce qui fait que, même si tu veux pas artistiquement faire quelque chose de plus joli, ça l'est presque indirectement, quoi, tu vois, parce que c'est tout de suite plus lisible, parce que les plans sont plus larges, et puis la profondeur de champ est un peu bossée, tu vois, et au niveau du découpage, ça se ressent un peu. Et d'ailleurs, ils utilisent même la caméra, je crois que c'est Red quelque chose, Red Epic ou un truc comme ça. C'est la même que celle qui est dans le Hobbit, je crois. Ils utilisent la même caméra que dans le Hobbit, voilà. Donc tous ces films-là en 3D natif. Ça peut créer un débat, tu vas te dire, est-ce que tu préfères Resident Evil ou le Hobbit? Et c'est des films qui sont quand même tournés en 3D native, en 5K, et je crois que même en HFR, un truc comme ça. Donc attention, c'est quand même des sacrés avant-gardistes sur cette saga, faut pas l'oublier. Après, le film en lui-même, moi, me fait quand même un peu marrer. Je le trouve pas indigent comme les autres. Le problème, c'est que, un petit peu à la manière du Street Fighter de Steven De Souza, dont on a déjà parlé, c'est que là, on va commencer à ramener le maximum de personnages issus de la franchise, leur donner des rôles totalement différents juste pour pouvoir les name dropper. Je pense à ce pauvre Barry, là, qui arrive au bout d'un moment. Et voilà. Et donc, il y a plein de choses dans ce film-là qui sont assez rigolos par rapport aux influences potentielles de Paul Anderson dont on parlait avant. C'est que je pense qu'il aime beaucoup Matrix, évidemment. Mais donc, tout ce qui a amené. Et là, je vais faire le lien avec la connerie que m'a balancé Luc tout à l'heure, parce que je pense que si Samuel Hadida est aussi dans le projet, c'est parce que je pense que Paul Anderson est effectivement un grand fan de John Woo. Je vois pas comment ça pourrait en être autrement, puisque le ralenti, c'est la vie, apparemment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde le ralenti à la John Woo ou à la Peckinpah ou ce que tu veux, c'est un ralenti qui prépare à la violence, en fait. C'est un ralenti qui prépare à un truc qui a un gros impact. Donc il y a un payoff, tu vois. Le problème étant que il a pas tout à fait compris ça, Paul Anderson, je pense, puisqu'en fait, il utilise des ralentis qui sont découpés avec d'autres ralenti. Donc en fait, ça nous donne des scènes un peu comme chez Snyder, on peut comparer, tu vois, sans vouloir lancer une crotte de nez, hein, c'est vraiment ça. Et qui fait des rappels à tous nos podcasts, du coup, ça. Ah bah, moi c'est le référencement, on m'appelle SEO dans le milieu. Et en fait, le ralenti, tu vois, le ralenti permanent qui dure 2-3 minutes et du coup qui n'amène sur rien. Parce que le principe du ralenti, justement, c'est qu'à la fin, t'as un truc, il y a un impact, quelque chose. Mais là, il se passe jamais rien. Donc en fait, c'est juste, je suis à mourir. Je comprends pas l'intérêt de ce procédé, quoi. Mais bon, voilà, beaucoup le font, ça a l'air de plaire, quoi. Et puis, par contre, en termes de symbolisme, tu sais, un peu à la John Woo, et des trucs hallucinants, quoi. Par exemple, la mort de Barry, avec les bras écartés comme ça, tu sais, genre pour le sacrifice ultime. On t'a vu, mec. Même le plan dont je parlais tout à l'heure. Oui, bah. Parce qu'un tableau des démons des enfers qui tirent les âmes vers le bas, quoi. C'est des trucs, tu sais, cristiano-romantiques, enfin voilà, quoi, on connaît. Le saviez-tu, c'est un rip-off du courant italien. C'est ça, c'est complètement ça. Par contre, là où c'est vraiment un chef-d'œuvre, je pense que c'est un très grand film de cosplay. C'est fou, parce que à aucun moment tu ne crois
en cette production value, c'est un véritable boulot de cosplayer. Et sans être péjoratif avec les cosplayers, attention, je veux pas me mettre une commune plus à dos. Mais là, par exemple, Ada Wong. Enfin, Ada Wong, quoi. Léon aussi. Hein. Léon aussi, il a une sacrée coupe de cheveux. Mais Ada Wong, elle a vraiment la robe, tu sais, la robe Ada Wong Amazon, quoi. C'est complètement hallucinant. Ouais, tu regardes ce film, c'est la Japan Expo, quoi. Sans les quarantenaires qui draguent des mineurs, tu vois. Mais c'est pareil. Non, mais vraiment. Cet homme a raison. Oui, bah bien sûr, évidemment, quoi. C'est un truc un peu plus safe, mais c'est la Japan Expo. Enfin, le costume d'Ada Wong, je m'en remettrai jamais, je pense, quoi. Là, c'est un véritable grand film de contest, de cosplay, quoi. Et quelque part, c'est intéressant. C'est pareil, le costume de Mila Jovovich est fou aussi, un peu BDSM, tu sais. La politique des auteurs, un petit peu, j'ai l'impression. Mais encore une fois, on est devant un véritable travail d'auteur, et c'est pour ça qu'on est là, finalement. Non, mais c'est vrai. Après, sinon, je trouve quand même qu'à partir de Retribution, et je pense qu'on pourra en reparler dans le chapitre final, j'ai quand même l'impression que, un peu moins dans celui-là que dans le suivant, le design des créatures est un peu plus réussi que dans les précédents. Tu vois, je pense par exemple à l'espèce de monstre final, qu'on sait pas trop d'ailleurs, en espèce de liqueur alpha peut-être. Tyran, ils appellent ça. Tyran, ouais, mais c'est pas vraiment ça. Un tyran, c'est plutôt celui du 3, je crois. Et je le trouve pas trop vilain. Voilà, je sais que c'est pas terrible comme compliment, mais je fais ce que je peux. Et je le trouve à peu près acceptable. Voilà, je trouve pas les monstres indigents à partir du 5e, quoi. Sur le 5 et le 6, je trouve que le bestiaire, ça va. C'était pas vraiment le cas avant. Juste pour paraphraser tout ça, je pense que c'est carrément je pense que c'est peut-être mon préféré. En fait, c'est très bizarre de dire ça. Au moins, c'est n'importe quoi. Et voilà, déjà. Je t'ai jamais vu aussi enthousiaste, tu vois. Non, c'est pas de l'enthousiasme, hein, c'est juste que... c'est de la détresse, peut-être. Tu sais, dans l'espèce de flaque, là, que j'ai vu, il y a un truc qui sort un peu, qui me fait me dire, ah, tiens, ça, c'est rigolo. Bon, bah, voilà, on prend ce qu'on peut. Et encore une fois, on se fout complètement d'une espèce de continuité scénaristique, et c'est pas grave, quoi. C'est de la merde, mais moins que le reste, quoi. Pour Marvin, tant qu'on s'amuse, c'est super, c'est génial, c'est enthousiasmant. Allez, Romain, un petit mot sur le réalisateur Paul W.S. Anderson. T'emmerdes. Ok, merci. Et quoi d'autre? Final Cut Paul Anderson, c'est bientôt. Pour nos auditeurs, Luc a débarqué et m'a demandé tu ne ferais pas une petite analyse de la mise en scène de Paul Anderson? Je trouvais ça très intéressant comme idée, non? Va te faire foutre. C'est du plaisir, hein. Donc on va quand même recontextualiser un petit peu et dire qui est Paul W.S. Anderson pour les incultes. Mais de base, c'est un tout petit génie puisque c'est le plus jeune diplômé de son université. Il lance sa boîte de prod à 27 ans. Il réalise son premier long métrage à 28 ans avec Jude Law. Donc déjà, le mec, il est bien entouré. Il réalise Mortal Kombat, qui a bien marché, Event Horizon aussi, et après, il va ouvrir un petit studio avec son pote, qui a produit tous les Resident Evil, justement. Et ça a donné la carrière qu'on connaît, donc les fameux Resident Evil, les 3 Mousquetaires 3D, Course à la mort, Alien vs Predator, Monster Hunter, bref, de la qualité. De la chouette. C'est ça. Je n'ai plus que ses élus, Alien vs Predator. Si, c'est lui. Et il a refusé de faire Apocalypse, justement, pour faire ce film-là. Il était occupé sur AVP pour... c'est pour ça qu'il c'est ça. Il a mis en détruire plusieurs franchises différentes en même temps, en fait. C'est son style. Donc c'est que des films qui n'ont pas été très bien reçus par la critique, mais lui, ça le dérange pas parce que je le cite, je suis un réalisateur populaire au sens politique du mot, et je ne m'intéresse qu'à une chose, c'est si mes films divertissent l'audience et s'ils applaudissent dans la salle, plutôt que de m'inquiéter des critiques professionnelles. Voilà. Très fort, très fort. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que les critiques qui, je pense, font la gueule en face de ces films. Ça fait 20 ans qu'ils chient légalement sur le public et continuent de sortir des blockbusters. Donc juste l'année dernière, encore Monster Hunter, qui a bien marché. Même avec le Covid, il y a quand même eu une petite hype. Bon, direct tout Blu-ray chez nous, mais actuellement voilà. sur OCS. Il est inarrêtable, inarrêtable. Ça fait 20 ans. Et le côté, c'est que ça fait un réalisateur efficace, en fait. C'est ça, c'est sa force, en fait, c'est qu'à chaque fois, il n'a pas un gros budget, il fait quand même des films dans les temps, qui n'ont pas trop de drama autour et qui se remboursent très rapidement au final. Donc quoi qu'il arrive, en fait, il a le champ libre pour faire ce qu'il veut. Et c'est ça le problème et sa force à la fois. J'ai quand même fait un petit travail d'analyse filmique sur sa réalisation. Il y a que chez nous que vous entendrez ça. Hein. Personne d'autre ne fera ce boulot. Il y a quand même 2-3 trucs qui ressortent dans le bordel. En premier, c'est un mec qui est obsédé par la destruction et la fin du monde, donc qu'elle soit virale, religieuse ou due à une catastrophe naturelle. La plupart de ces films ont le même enjeu. Donc c'est soit un virus qui va réduire tout le monde à 100, soit un volcan qui explose, soit les aliens débarquent, soit invasion d'aliens. Voilà. La deuxième chose qui frappe, c'est sa femme, qui est toute sa carrière. Non, c'est beau, faut le dire. Cette transition, mec, elle était diffusée, mais alors... Franchement, je sais que parfois je suis limite, mais là... Non, mais... c'est un duo, Paul Anderson. C'est Paul Anderson et Mila Jovovich. Ah bah, attends, tu me lances, moi je l'attaque. Ouais, je l'attaque directement. Oh mon dieu. C'est la Micha Fouinch de chercher un peu, là. Elle le suit partout, pour le meilleur ou pour le pire. Allez, au revoir, salut. C'est bon. J'ai assez de problèmes comme ça, moi. Non.
Cet homme fait du Twitch pour des adolescents. C'est factuel, je suis désolé, voilà, je dis ce qu'il y a à dire. C'était le dernier épisode de Chine. Merci encore. Il y a que la formulation qui était pas top. Hein. Plus sérieusement, c'est un réalisateur qui se complaît beaucoup dans la pop culture au final, hein, puisqu'il fait qu'adapter des trucs connus, des franchises de comics, donc AVP ou des jeux vidéo, et il en fait un peu sa marque de fabrique et il en vit d'ailleurs et ça lui va très très bien. Visiblement. À côté, c'est pas qu'un réalisateur, c'est aussi un producteur, parce qu'il produit toutes les suites de ses films, donc Course à la mort 2, Course à la mort 3, Course à la mort 4. Parfois, des petites perles, faut quand même le dire, dont par exemple Pandorum, que je vous conseille, qui est un film d'horreur dans l'espace qui est très très bon avec Gunny Squad. Il a un peu de flair des fois, le pépère, et je crois que c'est pour ça qu'il est toujours là, parce que outre ça, je pense qu'il a aussi des très bons contacts, parce qu'il est toujours très bien entouré, hein. Désolé, mais je vois pas comment il peut avoir ce casting pour ses films récents. Bon, il y a beaucoup d'acteurs de seconde zone dedans, hein, bien sûr, Ali Arthur, voilà. Michel Rodriguez, je vois pas comment il a pu revenir pour le 5, sachant qu'avant, il a quand même réalisé beaucoup de merde. Donc je pense que c'est un mec qui est très apprécié dans le milieu. Je pense que c'est un mec aussi qui a du bagou et qui sait très bien gérer sa prod, et c'est pour ça que... C'est vrai que c'est marrant, parce que Michel Rodriguez, entre-temps, elle est devenue une des héroïnes de la saga, probablement la plus bankable hors film de super-héros. Bien sûr. D'Hollywood, quoi. Malgré ce qu'on dit sur ses films, le mec, il fonce et il a toujours le budget et les moyens qui sont devant lui, quoi. Donc voilà, Paul Anderson, c'est ça. Merci pour cette analyse. Merci beaucoup. Plus jamais je fais ça, par contre. Le masque et la plume. Mais t'inquiète, hein, au bout d'un moment, peut-être qu'un jour, tu recommenceras à faire tes petits exercices comme ça. Hein. C'est bien, en plus, j'aime bien parce que tu travailles bien, Romain. Et ça, j'apprécie. Ouais. Cours de management en direct. Karim, pour finir, peut-être sur Resident Evil 5, un mot, une phrase, une punchline. Très, très rapidement, même si je suis complètement d'accord avec Marvin et Manu sur le côté, il y a un moment, ils en ont plus rien à foutre, donc ça peut devenir quelque part en fait très divertissant, parce que tant qu'à faire, on y va donc. Ouais, ça m'a fait un peu l'effet inverse en fait. Et en plus, maintenant que Romain m'a expliqué un peu la carrière de Monsieur Paul W.S. Anderson, je trouve ça en fait un peu cynique sur le coup, en mode vraiment mange ta bouillasse. Afterlife, c'est les deux derniers, j'ai eu beaucoup de mal à les... Pas Afterlife, Rétribution et chapitre final, j'ai eu beaucoup de mal à les encaisser, parce que il y avait même plus l'idée d'y croire, ce qui donne le côté nanar. En fait, les gens font de la merde, mais ils y croyaient trop. Là, pour moi, ils y croient plus, ils font juste du maxi best-of tartinade. Mais ils s'amusent. Ouais, mais pour moi... Ça fait déjà, la licence a été trop au bout de 3 épisodes, en vrai, je veux dire, c'est chiant, une saga trop longue. Et là, on y était déjà sans la qualité, quoi. Et là, pour moi, c'est vraiment c'est les dernières têtes de gondole, parce que on fait de la 3D, qu'on a un peu plus de budget, et que on sait qu'il y a un nom qui marche. 40 millions, tranquille. Il y en avait un, vous avez plus de budget, c'est peut-être sur Afterlife, le premier qui a été tourné en 3D. Ouais, 70 millions, une connerie. Alors qu'Afterlife, si on y revient 2 secondes, c'est le pire, visuellement. C'est de la bouillie. Horrible. Quand tu le vois en 2D, en plus, ça marche pas. Ouais. Si un truc qui m'avait fait péter un câble dans Afterlife, l'accompagnement musical encore plus vénère, je trouve, dans les autres, et avec des débordements. Il y a un moment dans Afterlife, t'as une scène où elle cherche Arcadia, elle arrive en Islande ou je sais plus où, là où il y a plein de... Ah, ouais, oui. Et genre, le film, il prend une ambiance déjà très différente, parce que 10 minutes avant, t'avais vu Neo et il fait faire du Matrix, qui parle avec ses clones. Et genre, il y a un moment, la musique, il y a pas de musique, tu sais, c'est bruit d'ambiance. Et genre, elle voit juste un hélico d'Umbrella, l'hélico qui est parti à la fin d'Extinction. Il y a un moment, en fait, où elle doit faire 3 mètres, parce qu'elle voit l'hélico, et il lance de la techno. 4 secondes. Et Afterlife est très bon pour ça, parce que déjà qu'ils savent pas gérer le ralenti, l'insert musical, le mec qui a fait la musique, je sais pas, soit il prend du Prozac, soit il devrait en prendre, mais c'est très compliqué. Et pour finir sur Rétribution, non, c'est un peu too much, n'importe quoi pour moi, et un peu long et pour rien, donc c'est un peu le bac à sable d'une saga qui s'enlise, quoi. Merci Karim, en tout cas, pour tes beaux mots. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu vois, t'as changé ma phrase. Et on va pouvoir finir cette putain d'émission avec Resident Evil chapitre final, et on va pouvoir arrêter de parler de Resident Evil. Pour l'instant. Je m'appelle Alice, et ceci est mon histoire. La fin de mon histoire. Il y a 10 ans, à Raccoon City, il y a eu une épidémie. Elle s'est répandue dans le monde entier en quelques jours. D'une manière ou d'une autre, notre monde touche à sa fin. La question est, allons-nous mourir avec lui ? Umbrella a développé un antivirus. Il pourrait détruire le virus T. Je n'ai aucune raison de croire ce que tu dis. C'est vrai, mais je peux t'offrir ce que tu souhaites le plus. C'est quoi ? Ta vengeance. On peut arrêter tout ça. Je dois retourner au Hive. Je t'accompagne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les tuer jusqu'au dernier.
Resident Evil, chapitre final sorti en 2016, dernier chapitre de la saga, toujours avec Paul W.S. Anderson à la caméra et l'écriture, accompagné de sa femme, toujours Mila Jovovich à l'acting. Ils ont toujours pas divorcé d'ailleurs, hein. Ça veut dire que leur amour a résisté à Resident Evil, c'est ça qui est beau quand même. Ce 6e film clôt l'arc narratif le plus incompréhensible de l'histoire de l'écriture, puisqu'Alice, après avoir survécu dans une bataille épique dans le Capitole de Washington que vous ne verrez pas, va pouvoir enfin finir par tuer pour la 757e fois la société Umbrella en allant dans le Hive, le labo du premier film, pour aller casser les genoux, faire des cascades sur les murs et tuer des chiens et dragons zombies et enfin nous foutre la paix, bordel. Est-ce que Marvin, tu as eu la paix quand tu as fini le film? Ou peut-être que tu ne la trouveras jamais. Je sais pas, mais oui, si, j'ai eu la paix, puisqu'en plus maintenant on a le recul de savoir qu'il n'y a pas eu de suite, donc quelque part c'est... Attends. Non, pas de suite à cette timeline. Voilà. Déjà. Ce qui est plutôt une bonne chose. Après, il y a des choses à sauver dans le chapitre final, enfin si, parce qu'on se force un peu à en trouver, hein, faut pas se mentir. Déjà, il y a le fait qu'il soit plus tourné en 3D. C'est-à-dire que c'est un film qui est converti en post-prod. Et ce qui veut dire que du coup, cette fois-ci, on n'a plus, tu sais, tous les effets de jaillissement hyper abusifs qu'on avait dans les précédents. Surtout dans Afterlife, qui était assez terrible là-dessus. Par contre, le problème avec la post-prod, c'est que ça nous vaut aussi cette espèce de colorimétrie assez sombre, hein, pour être gentil, ce qui fait qu'on voit absolument rien dans le film. C'est sympa, ouais. Voilà. Ah ouais. Donc, voilà, c'est évidemment une colorimétrie qui sert à alléger la post-prod, on va dire, quoi. Je pense que ce film-là, le meilleur rendu visuel de la saga, quand même, par rapport à ce que je disais auparavant sur Rétribution. Je pense que le design des créatures est, je vais pas dire réussi, ce serait un peu fort, mais en tout cas carrément acceptable. Je pense à la créature là qui sort un petit peu de Resident Evil 5, je crois. Celui en Afrique là, c'est le 5. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Où il y a la créature volante là, tu sais, qu'on revoit au début du film, qui est pas trop mal réussi, je trouve, quoi. Après, il faut chercher des trucs, hein, c'est pas facile. Tu rates beaucoup, je trouve, là, en vrai. Non, mais attends, j'y vais. Tu peux t'arrêter, Tu peux y aller, vas-y, démarre. J'y vais, je suis parti là. Le problème étant que ce film-là, encore une fois, alors je sais pas si on parle de reboot, de retcon ou de suite, en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est un film qui se contredit tout le temps, ça sur sa propre mythologie, quoi. La première chose, c'est évidemment l'origine du virus T, qu'on nous racontait un petit peu dans Resident Evil Apocalypse. Je sais plus, il y avait une histoire... En mettant un vaccin, une sorte de vaccin. Il y a eu l'histoire du professeur Ashford, voilà, qui voulait sauver sa fille. Professeur Ashford, qui a un name drop d'un truc du jeu. Hein. Ouais. Donc cette fois-ci, bon, bah, c'est plus ça. On ne sait pas pourquoi. C'est toujours pour sauver une fille. C'est toujours pour sauver une fille, probablement la même, hein, mais bon, non, du coup. Mais voilà. Donc, Je pense que d'ailleurs, dès l'introduction, le twist du film est grillé, quoi. Effectivement, voilà. Alors attention, on va vous laisser peut-être le privilège de la découverte, parce que ça serait pas juste que vous n'ayez pas à le voir, finalement. J'ai envie de partager ta douleur, en fait. Mais voilà, j'aurais voulu que vous l'enquaissiez aussi. Le film s'enlise dans ses contradictions tout le temps. Bah, tu vois, et c'est un peu la preuve que cette fameuse trilogie finale, elle est quand même pas vraiment connectée avec les trois volumes précédents, quoi. Il a repris son histoire, et puis on s'en fout de ce qu'avait fait Alexander Witt, et puis voilà, quoi. Il recrée sa propre mythologie au point où il nous raconte les origines du virus telles qu'il les voit à la fin du dernier film. C'est lui qui l'avait écrit déjà à l'époque. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc. Mais on sait pas trop ce qu'il a écrit ou pas après, dans tous les sens. Je veux dire, est-ce qu'il a pas fait juste un traitement et machin, et tout ça, on sait pas, quoi. Mais en tout cas, nous raconter les origines du virus au début du dernier film, c'est pas mal, pourquoi pas. J'ai un problème justement par contre en termes de storytelling, c'est l'organigramme d'Umbrella. Comment ça se passe? Parce que le souci, c'est la représentation de Wesker, qu'on a depuis un moment et qu'on nous présente un petit peu dans la saga comme étant un peu le big boss d'Umbrella Corporation, hein, comme, je crois qu'il le nomme presque en tant que président, je crois, c'est le président. Ouais, oui, c'est le président. Au moins dans le 3, il le ouais. Et donc on avait l'impression dans Resident Evil Extinction que c'est un petit peu lui qui drivait le professeur Isaacs là. Ce personnage-là n'a pas de sens en Et là, dans le 6, on a le professeur Isaacs qui revient parce qu'elle l'avait tué, mais non, parce qu'en fait, c'était son clone. Et donc, lui, cette fois-ci, on a l'impression que c'est lui qui drive Umbrella, et puis Wesker, il est un peu rajouté, tu sais, aux chausse-pieds dans les origines d'Umbrella comme étant une sorte de sous-fifre, finalement, tu vois. Donc, en fait, je sais pas si quelqu'un les a sur LinkedIn, Umbrella, mais j'aimerais bien qu'on nous explique un petit peu l'organigramme, je comprends pas vraiment, quoi. Déjà, c'est comme... le twist sur le contrôle d'Umbrella, tu vois, qui légalement a le contrôle d'Umbrella, dans un monde post-apocalyptique. Enfin, il n'y a plus aucune institution qui va te garantir ton contrôle d'Umbrella. Oui, non, mais déjà, ça n'a aucun sens. Et puis bon, du coup, ça doit être pour ça, certainement, qu'ils se partagent un petit peu le leadership, ça n'a pas de sens, quoi. Sinon, après, pour parler du film en lui-même, c'est peut-être le pire, hein. Enfin, c'est assez terrible. C'est surtout celui qui a le plus de problèmes de découpage. Et on en revient à ces fameux soucis de montage qui sont vraiment terrifiants. Et je pense que c'est en partie lié au fait que, depuis le premier, on n'en a pas beaucoup parlé. On disait que c'était un film qui met le plus en valeur, la franchise qui met le plus en valeur, en termes de temporalité, un personnage féminin. Le souci, c'est que Mila Jovovich, c'est pas une héroïne d'action, ça se saurait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on réussisse à faire croire aux gens que c'est une héroïne d'action, qui s'implique et tout ça. Et du coup, il y a une surcompensation qui est nécessaire et obligatoire par le biais du montage, quoi. Parce qu'on sent qu'il galère, tu vois. On sent qu'il galère à essayer de
de la rendre spectaculaire, de la rendre crédible, il y arrive jamais. Non, c'est Pour ouf. ceux qui ont vu Monster Hunter, c'est la même chose. Tu sais, on essaye de te faire croire C'est pire. pendant tout le film qu'elle tient le pavé à Tony Jaa. Effectivement, c'est pas possible. Pendant tout le film, on nous montre des trucs comme ça. Et là, je pense qu'en plus, elle t'est diminuée parce qu'elle sortait d'une grossesse quand même. Hein. Donc physiquement, je pense que elle était pas au mieux de sa forme parce que ça, je crois que ça se fait juste après. Je pense que le montage est encore plus compliqué. Il est encore plus compliqué de faire croire à une héroïne crédible, quoi. C'est très difficile. C'est un très très mauvais film. C'est vraiment pas drôle du tout, quoi. Et en plus de ça, en plus de ça, le film te fait l'affront de se vendre comme un chapitre final et de se terminer quand même quasiment sur une fin ouverte. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même un espoir peut-être de gratter des billes un peu à droite à gauche après, quoi. Heureusement, ça s'est pas fait. Parce que la production a changé. C'est toujours Constantine qui va produire les prochains, mais Oui. Ouais. Et un reboot qui est jugé. Et Adidas aussi. Jugé un petit peu. L'autre. Mais c'est un reboot qui est d'ailleurs jugé presque blasphématoire par Mila Jovovich. Oui, Qui il avait estime réagi, que- ouais. qui estime que c'est détruire la mythologie du jeu. Bon, bah, faites-en ce que vous voulez, mais. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film qui est assez abject. Ouais, c'est pas. Ah non, mais de toute façon, tu vois rien, comme tu disais, tu vois rien dans le film, donc... Non, tu vois rien, c'est même plus drôle, quoi. C'est même pas spectaculaire, en fait. Encore une fois, c'est un chapitre final. Je parlais tout à l'heure de X-Men, l'affrontement final. On disait que, tu sais, on te vend ça comme l'affrontement final, mais les mecs sont 10. Donc, non, c'est vraiment c'est pas un beau bien. parallèle, j'aime beaucoup. Merci Marvin le poète. Eh, Brett Ratner, Paul Anderson, même combat. Hein. Est-ce qu'ils ont fait des clips de Mario Carré du côté de Paul W.S. Anderson? Je sais pas. Demander à Romain. Mais Paul Anderson, il a pas la moitié de Rush Hour dans ce film. Ouais, c'est vrai, ouais. En plus d'être un enfer pour nos yeux et nos oreilles, la saga Resident Evil a été une hécatombe durant le tournage. Alors préparez vos anecdotes TikTok, ça va chier. Hein. Il y en a une qui est mortelle sur celui-là. Alors bourré d'incidents et de conneries durant le tournage, Mila Jovovich a pété une caméra à 100 000 boules en perdant son équilibre dans Resident Evil 4. 15 techniciens sont blessés lors d'une chute d'une plateforme sur le tournage de Hero 5. Et dans le 6ème, alors là c'est combo, c'est bonus. Hein. Il y a une cascadeuse, Olivia Jackson, a dû avoir une chirurgie faciale et a été amputée de son bras gauche à cause d'une cascade à moto. Et effectivement, c'est la doublure de Mila Jovovich. En fait, elle a atterri sur un bras de caméra qui s'est pas fermé. Qui s'est pas refermé, ouais. Un bras de caméra. C'est le plan de moto en fait où elle va foncer vers la caméra. Sauf que ces cons-là, ils ont pas bougé. Ouais. Enfin, ils ont pas la caméra, elle a pas fait son chat. Est-ce qu'on a prévu une émission les pires films qui ont tué ou amputé quelqu'un? Je pense qu'on peut le faire. Non, parce qu'on en avait parlé en off et puis on s'était dit que ça serait trop clickbait. Oui, c'est vrai que ce serait trop Parce putassier. qu'on a encore une race. Donnez ça à un youtubeur, il le fera. Hein. Il va te le faire et il va faire sponsorisé par Mercurochrome. Gardez l'idée, les gars. Gardez l'idée. Le pansement des héros. Et il y a un technicien, Ricardo Cornelius, qui est mort écrasé par un Hummer qui était stocké sur une plateforme à hauteur. Tristesse. À son 2e jour de boulot. Mec, on crache sur les films depuis tout à l'heure et tu nous annonces des choses comme ça. C'est pas sympa. Genre, moi, je culpabilise maintenant, tu vois. Bah ouais, Karim, c'est à ton tour. Qu'est-ce que t'as pensé d'Hero 6? C'est de la merde. On est mort pour ça, mais c'est de la merde. Le pire, ouais. Le Triste. pire là-dedans, c'est ça, quoi. C'est ça, d'un coup, tu vois, entre le cynisme du réal et apprendre que ce film a coûté des vies, c'est horrible. Les gens sont morts pour ça, hein, mec, hein, pour ton divertissement. Le pire, c'est que ça m'a pas diverti, en fait. Alors, ça a été une horreur, mais aussi parce qu'il y a eu un peu marathon en quelques jours et que, normalement, t'es censé faire les films espacés. Ces films sont pas prévus pour être regardés aussi proches les uns des autres. Je pense pas. J'étais pas conditionné. J'ai trouvé ça mou, je trouvais ça chiant, le rythme est effroyable. Ils essaient de tout twister, retwister, surtwister. On dirait du Kojima qui a pris de l'AMD, ça sert à rien. Ils ont essayé de faire un truc spectaculaire avec la cascade de feu. Voilà, c'est le seul moment où tu vois la tronche des personnages, c'est sympa. Non, c'est vraiment pas un bon moment. Le délire avec le professeur Isaac. C'est mon clone, mais en fait, t'es pas mon clone, mais mon clone revient et on se bat. J'ai trouvé ça super dur. Je suis resté juste, moi, sur la réunion des grands méchants. Ça a été ma meilleure scène du film. Voilà, l'explication du plan. Quand tu vois tous les méchants de Umbrella, dont t'apprends qu'en fait, Isaac, c'est au moins le numéro 2 ou le numéro 1. Et puis là, ça te rappelle que le film a été écrit par des complotistes. Donc Oui, c'est vachement bien. J'avais espoir que ça parte en mode adénochrome, machin, ce que tu veux. Ça n'a pas été le cas. C'est dommage. Vu que c'est le chapitre final, t'as droit à un quart d'heure de film en plus. C'est triste. Fallait que ça se termine. En tout cas, comme disait Marvin sur cette timeline, j'espère qu'il y aura plus de Jovovich et plus de tout ça. C'est un moment qui était assez difficile et j'ai espéré encore une fois essayer de sourire à certains moments et là, j'y suis même pas arrivé parce que le film se prend au sérieux mais grave. Mais même dans le ton, tu vois, comme disait Marvin, la colorimétrie est volontairement sombre. Ouais, je veux dire, c'est chiant, même c'est dans les côtés déserts, t'as pas de chaleur, enfin bon, c'est pas cool. Et puis, problème de rythme. C'est chiant, ouais. Cette bataille sur ce tank-train mobile, là, c'est... Enfin bref. Donc non, ouais, c'était pas un bon moment. Une tristesse effroyable. Faut pas oublier que quand on arrive à ça, nous, on s'est vu imposer le fait de tous les voir durant peu de temps. Quand on arrive à chapitre final, t'es lessivé, quoi. Éreinté. C'est ça. Mais vraiment, je le redis, il y a des marathons à faire dans la vie en cinéma, pas celui-là. C'est des films d'une heure. C'est des films d'1h30 et quand t'arrives, tu prends ton Blu-ray, tu fais. Tu es vraiment, quoi. Alors que c'est des trucs d'1h30, quoi.
Je sais pas si ça va plus vite en regardant le Hobbit que Resident Evil, quoi, finalement, tu vois, c'est... Je me suis pas endormi devant Resident Evil. Ah, donc ça va plus vite. Si vous en avez marre du massacre Resident Evil au grand écran, rassurez-vous, un film qui fera office de reboot sortira au cinéma le 24 novembre 2021, nommé Resident Evil Welcome to Raccoon City. Toujours produit, comme je disais, par Constantine Film et distribué par Sony Pictures, réalisé par Johannes Robert, qui était le réal d'un film de requin, 47 Meters Down. Là, ça va faire plaisir à Rico, le spécialiste des films de requins. C'était pas mal, hein, 47 Ouais. Ah oui, Pas c'est avec Claire Holt en tête d'affiche. Et il y a une série Netflix animée également prévue sur Netflix, qui est déjà produite, qui est prêt à sortir. Resident Evil Infinite Darkness, qui sortira le 8 juillet 2021, qui va se concentrer sur le personnage de Leon S. Kennedy. Est-ce que je peux d'ores et déjà vous inviter sur le coin pop tous les quatre pour venir débriefer la Bien sûr, je viens. Bien sûr, quand tu veux, mec. Quand tu veux. Quand tu veux. Faire du théorie crafting et tout, c'est genre, qu'est-ce qui va se passer après? Et tu verras que tu feras tellement d'écoute. Mais tu vas voir Loki en PLS. Ça va être fou, tu vois. Okay, la live action, visiblement, ça s'adresse vraiment à un public adolescent. Donc clairement, ils vont viser l'audience Netflix habituelle, bien sûr. Je vais pas faire le vieux réac, mais on sait très bien que ça va pas être bien. On sait très bien que ça va parler de thématiques qui n'ont rien à voir avec Resident Evil. Moi, de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression qu'on va nous faire le Riverdale de Resident Evil. Et Exactement. Et je suis hyper hypé, du coup. Le coin pop aussi, Manu. Ouais, ça va être cool. Ils ont fait un sacré choix de casting qui va sans doute faire polémique, bien sûr, parce que c'est toujours, les fans de Resident Evil voulaient un Wesker blanc, et là, on va avoir un Wesker noir, donc eux, ils sont en mode niquez-vous, alors qu'il n'y a aucune polémique à avoir, sachant que l'acteur est incroyable. Un Wesker blanc. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Donc l'acteur est très bon. Donc clairement, c'est pour moi mon seul espoir de cette série. Et j'attends plus le film, le reboot, qui pour le coup a l'air d'être fait dans un gros respect du jeu. Les décors du jeu ont été reproduits, etc. Le casting ressemble au personnage, et on sait jamais, mec, il y a un potentiel. Donc franchement, on vient de se taper Resident Evil chapitre final, on peut avoir tout. En tant qu'adaptation, ça va pas être mieux que Sonic. Après, Sony Pictures, ça engage pas quand même la joueuse. C'est un des pires studios qui existent. Ah oui. Évidemment. Enfin, j'ai envie d'avoir de l'espoir, en fait. Après ces 6 films-là, ça fait quand même 20 ans que les fans de Resident Evil sont molestés par tous les médias qui existent. À un moment, voilà. Pourquoi on s'acharne sur cette licence? C'est fou, je veux dire. Et mec, alors... Outre les jeux vidéo, faut savoir qu'il n'y a pas que les films qu'on foiré, il y a aussi les adaptations de comics et de mangas qui sont très mauvaises. Il y a aussi les romans, il y a les novelisations. Les romans qui sont pas dégueux, mais il y a aussi les manhwa, les équivalents du manga en Corée, où Ada Wong fait du gros porno avec des trucs bizarres. Voilà, mais c'est un hentai, ça. C'est la suite du film, quoi. C'est pas du hentai, mais il y a Carlos Oliveira qui a un bazooka qui vient la sauver, ça part à moitié en cul. Enfin bref, c'est un bordel. C'est une franchise qui a inspiré vraiment beaucoup de gens, mais pas dans le bon sens du terme, malheureusement. Et le film, il t'a inspiré quoi, ce dernier film, chapitre final, du coup? De la merde. Bah oui, bon. Non, faut dire ce qu'il y a à dire. De toute façon, vous avez très bien démonté le film. C'est un calvaire. C'est même un rite de passage, je pense. Tu l'as vu. J'ai jamais vu un montage aussi catastrophique. Et le monteur lui-même chie sur son boulot. Je sais pas pourquoi ils ont validé ce montage. Pour moi, le film, il est pas fini. Il y a pas d'étalonnage, il y a pas de lumière, il y a pas trop de montage. Il y a littéralement des fois où t'as 6 plans par seconde. Comme tu disais, Marvin, c'est sans doute pour camoufler un petit peu le manque de vraie chorégraphie. Et le manque de cascadeurs aussi qui étaient sur le plateau parce que visiblement ils étaient tous morts. Ouais, et puis il y en a qui avaient plus qu'un bras quand même. Donc Pas que ça, t'as même des séquences de dialogue qui font 1000 plans, quoi. Ça cut tout le temps, et c'est pas des plans fixes, souvent c'est toujours des travelling circulaires, des panoramiques, des trucs qui bougent. Alors qu'ils bougent pas, eux, tu vois. Oui, c'est ça, et du coup, ça te perd déjà dans l'espace, et surtout, si t'es fatigué, mais t'as envie de quicher tout le long du film. C'est un peu l'équivalent de la 8-6, en fait, ce film. C'est pas bon, tu le bouffes, t'as envie de quicher, voilà. C'est pas mal comme phrase, quoi. C'est l'équivalent de la 8-6. Tu regardes ça sous l'arrêt de bus, tranquille. Ouais, on va finir avec Manu pour finir notre massacre sur Resident Evil. Moi, j'en peux plus. Il en peut plus. C'est terrifiant. Je vais pas être très long de toute façon, parce que déjà, j'aurais été d'accord avec Marvin sur les 3 films. Putain. Ah bah ça, c'est déjà drôle. C'est plus drôle quand on arrive là, quoi. Je crois que c'est Romain du coup qui m'avait prévenu que le 6 il y avait des John Wick et des trucs comme ça qui étaient sortis avant et que ils avaient dû se taper un délire de montage et je l'ai très mal vécu quand on est arrivé là. Mais ça et puis ce que disait Karim tout à l'heure sur le plan des grands méchants, créer une espèce d'arche et détruire le monde pour le recréer parce que le monde court à sa perte. T'as l'espèce de discours regardez le monde, vous l'amenez à sa perte avec tout ce que vous faites et du coup les méchants vont gagner. Et, ouais non
vraiment, ça n'a aucun sens dans toute cette histoire. Ça n'a aucun sens au milieu de tout ça. Enfin, les retcons successives, elles ne fonctionnent pas. Ouais, je me suis fortement fait chier. Le twist, je le disais, je l'ai capté dès la première minute parce que c'est pas super subtil dans le petit truc d'introduction. Et puis, après, derrière, tu vis le film comme ça en te disant, le gros truc que j'attendais éventuellement, cette bataille géante à Washington avec peut-être Wesker gentil, il est pas là. Eh ben non. Une fin logique, elle est pas là. De l'action marrante, c'est pas là. Et il se passe pas grand chose. Fais chier à la fin, c'est tout ça pour ça, quoi. Avec cette espèce de fiole unique qui va sauver le monde sur plusieurs années parce que... Oui, ça se répand dans l'air, c'est ça Ouais, non, mais ça n'a pas de sens non plus. Enfin, il y a pas une quantité infinie à répandre sur la Terre, quoi. Le truc, s'ils le reproduisent pas, il y a pas grand monde qui va être sauvé dans ces... En plus, il s'appelait directement chapitre final à l'époque, je me souviens pas. Si. Oui, si. Ouais, c'est le titre. Ouais, quand tu dis chapitre final... Je sais pas si c'est lui qui voulait ou si quelqu'un lui a mis le haut-leur en lui disant vas-y, c'est bon, détends-toi, c'est fini, quoi. De base, il doit y avoir un 7e film. De base, le final de Resident Evil, c'était 2 films. Il voulait faire son Harry Potter, Paul W. Ou le Hobbit. Wesker, Voldemort. Ouais, c'est... Non, mais il y a un truc. Ouais. Il manque les putains de dragons. Claire Redfield, en fait, c'est le Hagrid de... D'ailleurs, son frère, du coup, il est mort sur le bateau à la fin, là. On l'a pas dit, mais c'est vrai ce que dit Manu, c'est-à-dire que entre Rétribution, et déjà c'était le cas avec l'épisode d'avant, mais entre Rétribution et le chapitre final, on décide d'abandonner des personnages en fait. Parce que vu que cette fameuse bataille de Washington, elle n'existe pas, c'est pas ce que devient Léon, ni Ada, ni Chris Redfield. D'ailleurs, sa sœur s'en tape. Enfin, clairement, il est plus là, on n'en parle même pas, quoi. C'est vrai qu'on abandonne carrément des personnages en route, quoi. Donc c'était peut-être pas vraiment le chapitre final. Ada Wong aussi, Ada Wong, elle était là. Elle disparaît, ouais. Tout le monde part, il reste plus que Claire et Alice. Ça, c'est un peu l'aveu de faiblesse quand même, tu vois, d'essayer de pré-terminer le film avec le seul gimmick qui avait marqué les gens dans le premier film pour terminer ta saga. Je trouvais ça un peu tristouné quand même, tu vois. C'est triste, c'est le mot, c'est la fin de notre review. Notre exercice de style sur Resident Evil. Difficile, hein. On va passer au courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors on va commencer sur Twitter avec Vivien justement, opératique dans le chat, qui nous dit que le premier Resident Evil est le pire parce qu'il n'assume pas ce qu'il devrait être, un mauvais nanar, et le dernier parce qu'il condense tout ce qu'il y a de pire dans cette série de films, le name dropping, le scénario inutilement compliqué, les scènes d'action vomitive, etc. Opis de Hooders nous dit, alors quant à lui, très malin, très subtil, le film d'introduction du premier jeu. C'est pas faux. C'est vrai. On pourrait faire un comparatif entre le film d'introduction et le film d'outro du premier jeu aussi, qui est bien pété. Ouais. Ah, le film, c'est pas l'hélicoptère sur les couchons. Ouais, pas mal ça. Ouais, je préfère quand même l'intro. Le sourire de Barry, là, tu sais, genre... Moi, j'ai toujours cette image du mec « No, don't go !» Ah, moi, pour moi, j'ai joué ça à 7-8 ans, tu vois, à premier Resident Evil. Même là, ça m'avait choqué, tu vois, il y avait un problème. Monsieur Cinéphilus nous dit « Le 5e, je dirais, à part sa scène d'intro au ralenti et son thème principal bien épique, absolument rien ne va. Après, j'attendais le dernier volet comme un connard pour me rendre compte que le monteur a confondu sa ligne de coke et le bon montage. Sur Instagram, ça a été pas mal. Bon, il y a les pragmatiques, hein. Isaac de Mizar a dit tous. L'autre pragmatique de la bande a dit Romatitos.sa nous dit celui où tu as dû payer ta place. Oui, donc pour moi, c'était le premier, je l'ai vu à la sortie en salle. On était 4. Coffret aussi, mec. On était 4. Ah là là. Le deuxième, c'est quelque chose tout de même, mais je n'ai pas vu le dernier. Christophe Pointeteux, effectivement, t'aurais dû voir le dernier. Bah vas-y, mon gars. Fais-le comme nous pour la science. Fais-le. Une auditrice qui nous dit sur Instagram, elle m'avait envoyé un message assez long, mais je vais condenser. En fait, elle a vu les Resident Evil à cause de son mari, qui était fan de la licence. On l'a divorcé. Ouais, j'espère. Non, elle a pas divorcé, mais Pardon, madame. C'est une expérience pour laquelle elle ne recommencera pas. Et peut-être qu'elle préférait divorcer que se retaper Resident Evil. C'est peut-être une question à se poser finalement. Et si vous voulez, on mettra à 5000 $ sur le Patreon. On les regarde ensemble et on les commente si vous voulez. On paye une salle de cinéma, on la loue, on se fait un marathon. À 5000. C'est déjà un cinéma qui accepte de faire ça, quoi. En vrai, est-ce qu'on peut pas convaincre le 14A ? J'ai déjà essayé de vouloir passer le reboot qui arrive bientôt en septembre-octobre là, à l'Absurde Séance. Ouais. Jamais le 14A ne se positionnera sur un film comme ça. Bien sûr, c'est un film commercial. Un studio trop gros, trop commercial. Ah ouais.
Mais j'ai tenté, hein, j'ai lutté. Il y a un marathon des 6 premiers, du coup, sur une journée, non? Il n'y a pas moyen? Si on le vend sur le côté, c'est une grosse franchise d'action féminine. Vous oubliez quelque chose, personne n'a envie de voir ça. À Nantes, Ça, en vrai, à Nantes, tu remplis une salle du 14A pour une journée de Resident Evil, c'est sûr. C'est sûr. Si on est tous ensemble et on brande le truc, on fait les 6 films, oui, il se peut qu'on en tire quelque chose, ouais. On retente encore une fois une analyse avec Romain qui nous analyse le fond en comble, le cinéma de Paul W.S. Anderson. Là, les gens vont venir. Allez, moi je dis, ça se tente. Luc, mets ça sur ton whiteboard de trucs que tu veux faire réaliser, tu vois. Bah bien sûr, je vais mettre ça. Je vais mettre ça dans mon goal. Tu mets ça dans ton ton goal. article dans le Figaro. Voilà. Ça se trouve, c'est ça qui va t'amener ton article dans le Figaro. La question de ce soir, c'est quel est le pire Resident Evil? Et on va commencer avec Marvin. C'est dur. C'est dur. Bah oui, c'est une grande... Resident Evil Apocalypse. Le 2? Ah oui, oui. Oh, t'es audacieux. Sérieux? Ah oui, c'est pire que le 6, bien sûr. Ok. Manu. Le 2 également. Ah putain. Oh là 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 vous là. êtes dur. Je l'ai dit tout à l'heure en plus, je l'ai dit officiellement. Karim, le pire. Le 6. Parce que j'aime bien le 2 parce qu'il est nanar et qu'en plus il y a le Postal Dude. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, c'est uniquement pour ça. Le mec qui joue dans Postal de UV Ball, ouais, effectivement, ouais. Ça, c'est pour ça qu'il y a ce côté UV Ball qui me fait marrer. C'est peut-être ça, effectivement, ouais, je pourrais te rejoindre là-dessus. Romain, le pire. Bah le 6. Ça fait un 2-2 là. Ça fait 2-2. C'est ton moment là. C'est mon moment, les gars, c'est mon moment de briller, c'est incroyable. Et bah écoutez, moi je veux dire que c'est le 6, hein, parce qu'en plus j'ai rien vu. Allez. L'HDR du film, il est vraiment dégueulasse. Donc non, contraste noir-blanc là en fait est vraiment à chier, parce qu'en fait, peut-être un peu précisé, mais c'est vrai que le film se passe dans un labo, la moitié du film, et ce labo n'a pas de lumière. Mais également, les mecs qui font le film n'ont pas de lumière non plus, donc voilà, c'est un problème un peu lourd de 45 minutes où un film se passe à la chandelle, quoi. Bon, peut-être qu'ils ont essayé de refaire Barry Lyndon, hein, au niveau de la lumière, en faisant un éclairage à la bougie, tu vois. Mais non. Tu vas trop loin, Luc. Non. Oui, là tu vas beaucoup trop loin et il est déjà 23h40. Merci Marvin du podcast Final Cut. Merci Romain de la chaîne Twitch Ramen Rider. Merci Karim du podcast Début de la Fin. Et merci Manu du podcast Le Point Pop. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. Et cette fois-ci, ce sera les pires comédies musicales. shitlistpodcast@gmail.com pour nous proposer des sujets. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch. Retourvalchufu.com pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, RVLT et le début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict avec un petit commentaire. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu, hein, à vos amis, à votre femme, à votre, à votre pays. Voilà, parce qu'on a quand même fait cette saga, bordel. Il nous faut des écoutes. Cliquez, bordel. Et retrouvez-nous bientôt sur le Coin Pop pour débriefer de la série animée Resident Evil. Moi, je suis très chaud. Et peut-être en live aussi également. À dans 2 semaines. Ciao, salut à tous. Salut. Ciao, bisous.